Patrice Terramorsi, c'est à vous. En qualité de maître de conférence au sein de l'UMR LISA, responsable scientifique du projet réseau TPE-TME, un projet, Patrice, qui a été mené depuis 4 ans et dont le but était d'interroger justement ces modalités de coopération des entreprises en Corse, qui a peut-être tordu le cou à une idée reçue. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Le projet réseau TPE-PME qui est mené avec la CCI de Corse et l'Université de Corse questionne les pratiques de coopération et les représentations aussi développées par les acteurs socio-économiques en Corse entre TPE-PME. Je cite souvent le rapport de Hudson Institute qui est connu par de grand nombre de personnes ici, et dans ce rapport il est dit en Corse les acteurs sont incapables de parvenir à un consensus sur quelque sujet que ce soit. C'est parfois vrai, mais c'est vrai partout, et pas qu'en Corse. Et le consensus, ça se travaille. L'union est un combat, disait un célèbre homme politique. C'est vrai aussi pour, et peut-être encore plus, pour les entreprises en Corse comme ailleurs. Merci Patrice pour ces premiers mots d'introduction. À votre gauche, allez, Loulou Colombagne, notre président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse sur tous les fronts. Merci de votre présence parce que vous êtes à la fois happé par l'actualité, à la fois en pleine organisation d'Agrijagne et désireux, et oui, on va quand même le dire, que c'est à nos portes, aux portes de Vescovato que ça se passe essentiellement ce week-end pour le grand public, et que vous nous faites l'amitié d'être là. Oui, alors sur les réseaux, il y aurait beaucoup à dire justement, il y a énormément d'améliorations à faire. On le voit justement, même dans cette journée, on a été invité à participer. On aurait pu le préparer en amont, on aurait pu, et puis on le voit aussi dans nos relations quotidiennes. Je veux dire, on n'est pas connecté à la recherche, on manque de... Bon, je ne sais pas, est-ce que je vais parler que des choses qui vont mal, et Dieu sait si la liste elle serait grande, ou on a parlé collaboration, ne commencez pas à être notre poil à gratter, tout de même. Ouais, mais bon, en même temps, si vous pensez que ça marche bien, voilà, je suis là pour vous dire que ça ne marche pas du tout. Mais par contre, ce qui est heureux et certainement encourageant, c'est que ça peut marcher et ça doit marcher. Ça doit marcher parce qu'on n'a pas le choix. Ça doit marcher parce que vous n'avez pas le choix. Je vous regarde à vous, là-haut, vous n'avez pas le choix. Il faut que ça marche, sinon vous allez faire comme moi, vous allez prendre votre valise et vous allez partir sur le continent, et on ne vous attend pas sur le continent. Alors que vous êtes dans un pays, le vôtre, le plus beau pays du monde, et qu'on attend beaucoup de vous pour le construire. Parce qu'il est riche, ce pays. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a le plus de pauvres. Ça, c'est vrai. C'est la région de France où il y a le plus de pauvres par nombre d'habitants. Par contre, ce pays est riche. Il suffit simplement qu'on se mette d'accord. Mais non, c'est simplement un problème de méthode. Je vous assure qu'on a vu, suite à un voyage en Israël, qui a un peu contribué à l'ouverture justement de cette école d'ingénieurs que les agriculteurs demandent depuis 40 ans. On pensait que c'était... D'ailleurs, on a appris qu'en Israël, ils l'ont fait dès 1928, alors qu'ils ont été indépendants en 1948, mais ils nous ont expliqué que c'était la première chose qu'ils avaient faite. Donc, l'intérêt d'avoir cette école d'ingénieurs, ce savoir, et puis pour nous-mêmes qu'on ait nos cadres paysans, pour aussi aller travailler à la Chambre d'agriculture, parce qu'à la Chambre d'agriculture aujourd'hui, on embauche plutôt des gens qui viennent d'ailleurs, et puis aussi pour travailler dans les centres de recherche, etc., et être complètement coordonné avec le besoin, avec le terrain. En Israël, on a vu un organisme d'État qui s'appelle Volcani, et qui est l'organisme de recherche qui ne fait pas de la recherche fondamentale comme ça n'existe pas. Ils n'ont pas le temps, eux. Ils n'ont pas le temps d'aller voir le sexe des anges et, qui servent surtout à des carrières ou à des choses comme ça. Eux, ils travaillent à la commande. Ils travaillent à la commande. Et la commande, elle vient d'une interface qui justement existe entre le centre de recherche Volcani et les agriculteurs. Tout ça avec une volonté d'État qui est d'aller à l'essentiel, parce qu'ils n'ont pas le temps
de tergiverser. Vous voyez les événements de ces derniers jours, vous comprenez qu'ils n'ont pas le temps de penser à autre chose qu'au développement de leur pays et à la sécurité de leur pays. On est un peu dans cette urgence puisqu'on est en voie de disparition. Alors ce n'est pas les gens du cru qui nous menacent, c'est simplement notre sous-développement qui nous menace. Mais l'interface joue le rôle de faire remonter les besoins des agriculteurs auprès du centre de recherche. Ça, il faut absolument qu'on le mette en place, c'est d'une urgence absolue. Alors cette urgence absolue, elle doit aussi se faire avec une volonté politique claire sur quel développement, on en a parlé, on l'a évoqué ce matin, quel objectif, quelle vision de développement on veut avoir. Est-ce que c'est l'autonomie alimentaire? Parce qu'on l'entend sur les slogans, sur les tribunes, on n'a entendu que ça aux dernières élections et certainement encore aux prochaines. Sauf qu'il n'y a pas le début de commencement d'un protocole qui est écrit pour savoir comment on y arrive. Il y a la recherche du CESEC très intéressante sur une première approche, mais ensuite il y a les propositions qu'on doit faire sur des actions par thème, comment on fait pour le foncier, le marché, le financement, le sanitaire, le transport, l'eau, la PAC, les filières, la MSA de Corse, etc., la gouvernance. Donc si on étudie tout ça, on peut y arriver, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a loupé la révolution industrielle, agricole. Par contre, ça nous laisse une espèce de retard comme ça qui nous permet d'être un peu au-dessus et de voir les effets pervers de cette action. Et on peut aujourd'hui développer la Corse justement en ayant évité ces travers et développer la Corse, comme disait Jacques Abatouch, sur notre savoir. Aussi faut-il qu'on soit un petit peu aidé. Je vais vous donner un exemple et je m'arrêterai là parce que sinon on pourrait parler d'agriculture. Pour moi, c'est comme donner de l'avoine à un âne. Mais l'ADEME, avec le CIRAD, a financé une étude faite par le CIRAD, l'INRA et un autre organisme dont j'ai oublié le nom, sur le continent, où c'était de voir l'impact du pastoralisme sur la captation et le stockage du carbone. L'ADEME l'a financé et ils ont financé ça en faisant l'étude sur la France continentale. Et puis après, ils se sont dit que c'était une bonne idée. Alors, je rappelle, comme ça, simplement, que c'est venu des accords de Paris. Il y a eu le procédé 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est un pourcentage, en fait, c'est 0,4%, où ils ont pensé que si on réussit à capter 0,4% du carbone qui est dans l'atmosphère, on bloque le réchauffement climatique. Et l'idée, c'est d'utiliser justement le sol. Il y a d'autres systèmes, mais notamment le sol pour capter le carbone et le stocker. Donc vous avez compris qu'avec le pastoralisme, comme on ne retourne pas les sols, lorsqu'on capte le carbone, on le stocke définitivement puisqu'on ne le retourne pas et il reste enfoui. Donc l'idée, c'était de financer cette étude pour voir véritablement l'impact, le mesurer et éventuellement proposer des améliorations pour aller encore plus loin. L'ADEME finance, le CIRAD, l'INRA et l'organisation 4 pour 1000 réalisent cette étude. Et puis ils se disent, c'est formidable, on va continuer, on va la faire sur les DOM. Et alors les DOM-TOM, et alors l'ADEME finance l'étude pour le pastoralisme et l'impact donc sur la captation et le stockage des carbone dans les DOM-TOM. Quelle est la région où ils n'ont jamais fait d'études, alors que c'est la dernière région de France où on pratique encore un vrai pastoralisme, c'est-à-dire que nos bêtes, elles sont dehors du 1er janvier au 31 décembre et qu'elles vont chercher des ressources spontanées, même si il y a des problèmes de divagation pour le faire, mais il y a aussi des systèmes innovants comme la clôture virtuelle, des colliers qui ne sont pas seulement GPS, mais qui aussi envoient une décharge électrique et qui guident les animaux. Il suffit un peu de les dresser. Sur le continent, il faut une semaine. Il faudrait là aussi une application pratique pour voir combien de temps les nôtres il faudrait pour les dresser, éviter les routes, éviter les villages, etc. Mais techniquement, ça existe. Il y a juste un problème de bien-être animal qu'il faudrait régler avec l'Europe. Mais bon, c'est pas plus qu'un chien. C'est autorisé pour les chiens. Je vois pas pourquoi ça serait pas autorisé pour les animaux comme des bovins, etc. Donc, là, il s'agit de demander cette fois une étude, une extension de l'étude
qui s'est fait sur la France continentale pour voir quel est l'impact du pastoralisme sur la captation et le stockage du carbone, ce qui pourrait faire dire demain que la Corse a participé à sauver le monde. Le Mathieu Donat, il nous disait ce matin en agrumiculture que c'était quand ils avaient touché le fond du trou qu'ils avaient donné un petit coup de pied pour remonter à la surface. Et un certain David Harari, puisque vous avez parlé d'Israël, nous dirait aussi qu'il n'y a pas d'innovation sans instinct de survie, quelque part, pour ne pas trahir sa pensée. On continue le tour de table. Alors, on va revenir vers vous. Thomas Gaudin, Chambre de commerce et d'industrie de la Corse. Vous aussi, vous avez pris part à Réseau à Maredi Agrum. Alors, l'état des lieux peut-être des entreprises agroalimentaires en Corse en termes de coopération et des dispositifs mis en œuvre pour favoriser cette collaboration entre elles. Alors, à proprement parler, il n'y a pas de dispositif encore mis en place pour accompagner les entreprises dans leur collaboration, mais c'est justement tout le travail qui a été mis en place avec l'Université de Corse et qui est en cours pour aller dans ce sens. Je pense que ce qui est important à travers les discussions que l'on a eues aujourd'hui, c'est de voir que finalement, autant pour une entreprise agroalimentaire qu'une entreprise agricole, le tissu économique corse est composé majoritairement de très petites entreprises, souvent d'entreprises sans salariés. Et donc on imagine bien que les charges qui pèsent sur les épaules du dirigeant sont considérables. Et on l'a vu aujourd'hui, des charges, elles s'ajoutent, elles s'empilent les unes sur les autres. Et l'innovation font partie des charges supplémentaires au-delà du réglementaire, de la production, etc. etc. L'agriculteur, même si c'est pas mon cœur de métier, je vais me permettre de dire deux mots, il est encore plus concerné, puisque pour lui, l'innovation, la plupart du temps, c'est encore plus lointain que pour un chef d'entreprise, sur d'autres secteurs d'activité, puisqu'à proprement parler, l'agriculteur, lui, il a les pieds sur terre comme tout le monde, mais aussi les mains dans la terre et le regard porté vers le ciel en espérant que tout son travail ne soit pas anéanti par une grêle ou une pluie excessive ou d'autres calamités. Et donc, le travail de l'Université de Corse, de la Chambre de commerce, dans ce cadre-là, du point de vue agroalimentaire et transformation, c'est de trouver les solutions pour aider les dirigeants à, en commun, à travers le travail en réseau et collaboratif, pouvoir s'entraider et tenter de trouver des solutions communes à tous, et en tout cas, au minimum, se parler. Parce qu'aujourd'hui, la collaboration entre chefs d'entreprise repose principalement sur des liens amicaux, des liens professionnels, d'expériences passées, etc., etc. C'est très important, mais ça peut aller bien au-delà, ne serait-ce qu'au moment du buffet, on voit tout de suite qu'il y a des liens qui se font. J'ai un projet photovoltaïque, et toi tu viens d'en mettre un en place alors qu'on n'est pas sur des secteurs d'activité qui sont les mêmes. On a forcément des choses à échanger, peu importe le secteur d'activité, et des solutions à trouver en commun. Merci Thomas Gaudin pour cette première présentation. Hélène Albertini, responsable des relations publiques et du marketing de la coopérative Nadoura, dont on n'a pas dit quelques mots ce matin. Peut-être qu'on peut prendre un instant pour présenter cette structure. Alors, nous aussi, nous avons participé au projet réseau, si on peut dire ça, parce que soit en Sicile qu'en Calabre, les producteurs sont venus avec les professeurs universitaires, la chambre de commerce, et on a remarqué qu'on n'a pas de projet de ce genre, nous. On a eu beaucoup d'échanges avec les producteurs de Natura. Natura, c'est une OP, une organisation de producteurs de Calabre, qui produit aussi clémentine. Et on s'est très émerveillé parce que une variété de clémentine qui rend bien en Calabre, c'est la variété Corsica 2. C'est incroyable. Parce que vous avez enlevé la Corsica 2. Vous avez d'autres variétés maintenant. Donc, mais ça marche bien. Et Natura produit aussi de kiwi dans tout le monde. Vend le kiwi dans tout le monde. Et aussi des citrons, de la cipolla di Tropea, des oignons.
Et puis, moi, je suis une productrice de orange rouge en Sicile, mais je fais partie de l'AOP quand même. Et je trouve que notre collaboration avec l'AOP Fruits de Corse est très intéressante parce que, comme a dit Thomas, les producteurs ne regardent pas trop les problèmes de politique, peut-être. Ils cherchent la solution pour les problèmes qu'ils ont et en parler, ça aide. On a un problème avec des pathogènes. Et par exemple, la punaise diabolique, parce que en italien c'est différent, comme nous. Et alors tout de suite, on cherche de trouver des solutions en parlant. C'est très très important. Et il ne faut pas perdre ça. On ne doit pas avoir peur de dire ce qu'on fait à la campagne. Parce que si on travaille bien et on fait qualité, il y a toujours de la place pour vendre. Je pense ça en tant aussi que producteur d'orange rouge IGP. Il faut faire qualité, ça c'est sûr. Et avec l'aide de l'université qui fait la recherche et toutes les institutions de recherche, mais aussi avec les collaborations entre coopératives et entre producteurs, d'une manière transversale. Alors on poursuit. Arnaud, alors on vous a déjà entendu, mais on aura compris quel était l'intérêt finalement de dépasser les territoires. Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est vrai que moi, je ne vais pas avoir une valeur ajoutée sur l'écosystème corse. Moi, c'est la première fois que je viens en Corse, d'ailleurs. Ce que je peux dire, forcément, il y a des problématiques communes. Hein. Bon, on oppose souvent recherche et monde socio-économique. Ça, c'est une problématique qui est courante au continent. Hein. C'est le modèle qui est comme ça. Bon, on voit que dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas. Du coup, c'est là où ça scinde les choses. C'est que d'un côté, il y a les chercheurs fondamentaux purs et durs. De l'autre, des fois, il y a des besoins spécifiques. Soit au champ, soit même au niveau des entreprises de transformation. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui sont en place. Bon, je parlais tout à l'heure avec le vice-président de l'université sur la valorisation de la recherche. Bon, il y a notamment les pôles universitaires d'innovation. Donc, je crois que la Corse est rattachée à celui de Nice. Donc voilà, où il y a des volontés de regrouper l'écosystème. Et donc, quand je dis écosystème, c'est les chercheurs, les entreprises, toutes les cellules qui existent. Et je pense que j'en reviens au chef d'entreprise dont on parlait tout à l'heure. Son premier besoin, c'est de faire fonctionner son entreprise, que son activité économique elle fonctionne. Alors l'innovation, c'est bien, mais il y a tout déjà. Faut décrypter tout l'écosystème qu'il y a derrière. Je prends l'exemple de la région sud. Un entrepreneur, il va droit au but. Donc lui, ce qu'il veut, c'est des financements. Donc effectivement, tout à l'heure, monsieur de l'ADEME disait, nous, on est connus sur des financements. C'est un peu ça. C'est leur besoin, c'est des financements. Donc après, décrypter qu'il y a des cellules de Val Université, des SAT, des CCI, des incubateurs. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas la lisibilité est pas forcément claire. Et du coup, il y a tout un travail effectivement à faire. Pour faire en sorte que tout le monde s'écoute, tout le monde a l'information au bon endroit. Et le premier facteur que je constate quand j'accompagne des entreprises à faire l'innovation, c'est le facteur humain. Effectivement, dès le départ, si on n'a pas des gens qui n'y a pas une affinité, en tout cas professionnelle, qui se crée, et là, du coup, on peut rien faire. Voilà, il faut qu'il y ait déjà de base une volonté commune et le facteur humain qui est essentiel. Merci Arnaud. Nathalie Ouchida, la directrice du CRVI, Centre de recherche viticole de Corse, qui dispose d'un domaine expérimental pour tester ses avancées. Alors là, il est question d'innovation à la fois technique, technologique, variétale, sur lesquelles vous travaillez. Moi, j'ai envie de vous demander comment les agriculteurs s'approprient cet outil et puis finalement vos travaux. Alors, les agriculteurs s'approprient cet outil parce que c'est leur outil. Parce qu'en fait, en 1982, quand la filière Viti a rencontré en amont de la filière clémentine une situation extrêmement tendue, donc et qu'il fallait sortir
du marasme dans lequel elle se retrouvait. Les producteurs se sont fédérés, se sont réunis et ont décidé de créer une structure qui est assez unique en Corse, mais même unique au niveau national, une structure qui ferait de la recherche. Et ça, c'était innovant déjà, donc créer une structure professionnelle qui fait de l'expérimentation et de la recherche. Ce qui est innovant aussi, c'est qu'elle est autonome, c'est-à-dire qu'on n'est pas raccroché. On ne dépend pas de l'université, on ne dépend pas de l'INRAE. En fait, on dépend d'un conseil d'administration de professionnels. Et on a quand même un conseil scientifique et technique dont François Casabianca de l'INRAE a longtemps fait partie, qui est présidé par un producteur, d'ailleurs, un producteur très technique. Et donc, la première mission dans les années 80 du CRVI, ça a été de retrouver les variétés identitaires pour aller vers la production identitaire. Et aujourd'hui, ça peut paraître totalement banal, sauf qu'en 1980, c'était extrêmement innovant. Et pourquoi c'était innovant? Parce qu'on sortait d'une crise, les vins corses avaient une réputation absolument calamiteuse. Personne n'avait envie de boire du vin en Corse à cette époque-là. Et les producteurs corses ont décidé de créer un outil collectif de recherche qui irait rechercher des cépages qui leur permettraient de s'imposer avec des produits identitaires dont à l'époque personne ne connaissait encore le goût. Donc, il y a énormément d'audace dans la démarche des producteurs corses, des vitis corses. Et quand il y a de l'audace, il y a forcément de l'innovation. Alors aujourd'hui, le CRVI, 40 ans après, a exploré beaucoup d'axes de recherche. On ne les explore pas tous, malheureusement. Il y a, par exemple, on en discutait tout à l'heure, des problèmes sur la cicadelle verte. On serait bien en peine de pouvoir fabriquer les prédateurs naturels de la cicadelle verte. C'est pas quelque chose que l'on sait faire. Mais en tout cas, du terroir jusqu'au vin embouteillé, on couvre beaucoup de problématiques locales et on a un programme scientifique qui est entièrement dédié au changement climatique avec les cépages identitaires, c'est-à-dire un véritable axe où il s'agit de conserver le vivant. On parlait de l'importance dans la transition agroécologique de conserver la biodiversité. Donc nous conservons les cépages, les clones de cépages, les variétés sauvages, les lambrusques, le microbiote. Ça, c'est pour un axe de recherche. On a aussi un axe de recherche où l'on essaye de collecter de la data sur le terrain. Tout à l'heure, vous allez parler de transition numérique. Nous, on a installé chez 30 producteurs des capteurs de température. Ils sont tout à fait à même de les gérer, de les connaître. Et ils collaborent avec nous justement sur l'acquisition de ces données. Et là, on est vraiment au cœur de la recherche partenariale, qui est vraiment l'essence même du CRVI. Et c'est ce qui fait que les résultats du CRVI sont directement implémentés au cœur de la filière viticole. Et puis, on a un axe de recherche où on essaye d'agir sur les pratiques, où on essaye de mettre au point des produits innovants. C'est par exemple un axe où on a testé beaucoup de contenants innovants, comme l'œuf béton. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, des cuves en forme d'œuf béton, mais elles sont arrivées sur le marché en 2005. C'était le prix de l'innovation à l'époque, justement, parce que c'est des cuves très jolies qui ont une forme d'œuf et qui sont en béton. Et on a mis en place un banc d'essai dans le sud, chez Yves Canarelli, pour tester ces cuves. On a fait un banc d'essai contenant. Et justement, Yves Canarelli disait, et je trouve ça très intéressant, c'est que comme la région Corse avait touché vraiment le fond de la piscine en matière de production viticole, et qu'on était dans une région où on avait perdu les traditions, les savoir-faire, on n'était pas écrasé
par un type de production comme on pouvait l'être dans le Bordelais ou en Bourgogne, Yves Canarel, il disait « Moi, je ne m'interdis rien. Je ne me suis rien interdit. Et pour innover, il ne faut rien s'interdire. » Voilà. Alors, on a quand même le sentiment que vous vous adressez là à des agriculteurs, à des viticulteurs qui s'approprient l'outil, qui en mesurent l'intérêt évidemment, mais qui ont aussi, en plus de toutes leurs autres casquettes de chefs d'entreprise, une bonne connaissance, un bon niveau de technicité. Alors, ils ont une grande technicité. Ils ont des enfants qui, la plupart du temps, font des études spécialisées dans ces domaines-là, parce que les enfants reprennent le plus souvent les entreprises. Et forcément, ça en fait des partenaires de choix, mais ils sont acteurs de leur propre recherche. En fait, le vignoble corse est un laboratoire expérimental. Nous les accompagnons, nous avons été créés pour ça, mais dans chaque vigneron, j'ai envie de vous dire qu'il y a un chercheur. Si vous passez dans les caves, vous verrez que au-delà des essais qu'on peut conduire avec eux, ils font sans arrêt leurs petites expérimentations et ils nous font souvent remonter le fruit de leur recherche. Merci Nathalie. On termine notre tour de table et des présentations, surtout avec Jennifer Méjean, qui est la coordinatrice du syndicat AOP Méligour et qui coanime le CSTA avec Ange Bianchini de l'Audarc, le comité scientifique et technique apicole de Corse. Vous allez peut-être nous raconter comment tout a commencé en 2007. Là aussi, c'est d'un besoin que ce CSTA est parti finalement et qui émanait de vos apiculteurs en région. Oui, tout à fait. Alors en fait, le CSTA, pour faire un petit historique, c'est vrai que depuis à peu près une dizaine d'années, les apiculteurs se rendent compte que les productions diminuent. On a la chance avec l'AOC qui existe depuis 1998 d'avoir des données en termes et de production par type de miel et par nombre de ruches. Donc on voit bien les rendements qui évoluent et qui sont notamment à la diminution. Pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à dans les années 2010, on avait des moyennes de production entre 25 et 30 kg par ruche. Et sur les dernières années, on est plutôt autour de 10 kg par ruche. Donc voilà. Donc tout ça, forcément, ça amène beaucoup de questions. Et donc en 2017, ça a été une grosse année de sécheresse où les apiculteurs ont encore une baisse de morale, on va dire. Donc on avait sollicité à l'époque déjà l'Audarc et plus précisément donc, le président Mortigne pour s'entourer d'experts qui puissent aider les apiculteurs à comprendre ce qui se passe sur le territoire et acquérir des données. Donc ça ne s'est pas fait tout de suite, il a fallu continuer les discussions et puis qu'il y ait d'autres perturbations exactement au niveau climatique, notamment en 2020, 2021, 2022, on a connu beaucoup d'épisodes de sécheresse. Et donc on a réitéré notre demande auprès de l'Audarc qui a accepté de nous accompagner sur la constitution de ce comité, donc qui est vraiment une demande au départ des professionnels. Donc, les partenaires autour de la table ? Alors, il y en a plusieurs. Du coup, c'est vraiment une démarche pluridisciplinaire, donc, par rapport à ce que disait Jean-Michel tout à l'heure. Donc, on a l'INRAE, justement, de Corté. On a l'Office de l'environnement, avec deux entités, le Conservatoire botanique et l'Observatoire des invertébrés. Pardon. On a aussi l'ITSAP, qui est l'Institut technique national, et l'université, voilà, oui, tout à fait. Toutes ces disciplines nous permettent de balayer un champ assez large au niveau des thématiques souhaitées par les apiculteurs, à la fois sur la partie ressources, donc le suivi des floraisons, la connaissance du territoire en lien avec les productions. Donc là, pour rejoindre la table ronde tout à l'heure, on a équipé certains apiculteurs d'outils numériques, notamment de balances connectées et de stations météo, qui leur permettent de voir au jour le jour l'évolution du poids des ruches, par exemple. Donc ça, c'est pour une première thématique importante. La deuxième thématique, ça va être tout ce qui est autour des pratiques apicoles, puisque forcément, les apiculteurs essayent aussi de rechercher des solutions d'adaptation. Et la dernière thématique, c'est tout ce qui concerne la coexistence avec les autres filières agricoles et activités humaines.
Voilà, donc on essaye de balayer tous ces champs-là. C'est complexe, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce comité existe que depuis 2 ans, donc voilà, on essaye d'acquérir des données et d'aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou envie d'intervenir ou de témoigner, partager une idée? Oui, Jean-Michel? Juste pour ajouter que ces comités accueillent de nombreux stagiaires de l'université. C'est pas une petite chose. Patrice Terramort. Oui, peut-être différentes idées qui me sont venues en écoutant les différents intervenants. Tout d'abord, la coopération, elle est partout depuis tout à l'heure. On dit que les Corses sont incapables de coopérer. Force est de constater qu'il y a de nombreuses initiatives qui montrent qu'il y a des structures innovantes qui émergent et qui parfois n'existent pas dans d'autres territoires. La coopération partout, premier point. Deuxième point, pour moi, l'innovation n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est que l'innovation n'existe pas comme un produit qui va être le fruit d'un travail intellectuel d'un chercheur isolé dans un laboratoire. De la Silicon Valley aux plus grandes innovations, elles ne sont jamais nées d'un génie hors du monde. Voilà. Ce qui existe, par contre, ce sont des problèmes concrets rencontrés par des personnes en situation d'incertitude. Et face à cette incertitude-là, il faut trouver des réponses. Et là, un mécanisme peut se mettre en place. Là, il peut avoir un accompagnement. Et là, il est important d'avoir le regard des autres. Et ce lien entre l'acteur de terrain qui est confronté à un problème qui perturbe son mode de fonctionnement et d'autres acteurs qui peuvent l'accompagner dans cette réflexion-là, c'est là où on peut être meilleur. Et parmi les recommandations qu'on a pu faire dans le cadre du projet réseau, c'est faire un accompagnement précoce. Le financement d'action, le financement de recherche, etc., c'est très bien, c'est essentiel. Mais ce qui est important, c'est faire un accompagnement de proximité. Aller vers les acteurs et leurs problèmes. Et à partir de ce problème, peut naître un processus qui va aboutir, in fine, à une validation ou un rejet de telle ou telle solution. Et donc, autre élément, l'innovation ne se fait pas par procuration. Je crois que ce soit les agriculteurs, les acteurs de l'activité agroalimentaire l'ont très bien compris depuis longtemps. Je pense que ça n'a jamais marché. Je plaide pas pour ma paroisse, mais aller voir l'université et dire « qu'est-ce que vous me faites par rapport à ce problème ?» ça marche pas. Donc il faut qu'il y ait un travail en symbiose entre les acteurs de terrain, les institutionnels et l'université. Et dans ce cadre-là, un cheminement peut se faire. L'idée, c'est de comment est-ce que on peut sortir de l'immanence du problème. Il y a un problème qui est bloquant, je ne sais pas par quel bout le prendre, à un processus où petit à petit, on objective les perspectives de réponse. Et c'est cet ensemble-là qui doit être travaillé. Et dans cet ensemble-là, quand je dis il ne se fait pas par procuration, il faut qu'il y ait toujours un lien avec les acteurs de terrain. Il peut y avoir des échanges avec les universitaires, avec des experts qui vont permettre de prendre de la distance, mais sans relation avec des acteurs de terrain, tout ça est voué à l'échec pour moi. De co-innovation. Jean-Marc, effectivement, moi je relevais toute l'importance effectivement de l'observation, comme vous le disiez, parce que l'innovation pure et dure n'existe pas non plus sans prendre le temps de l'observation en amont. Et ce que vous disiez, Monsieur Terram, aussi m'interpelle particulièrement, parce qu'effectivement c'est un des axes sur lesquels nous travaillons à l'ADEME, mais sur le territoire ici plus qu'ailleurs, en plus, avec des initiatives d'accompagnement des innovations, mais en partant du porteur de projet. Et après, l'objectif, effectivement, c'est plutôt d'essayer d'aider quelqu'un qui vient avec une idée de quelque chose qui n'est pas encore une solution, mais l'aider à trouver les appuis institutionnels, les appuis jusqu'à l'appui financier à la fin, mais tous les appuis qui vont l'aider à prendre les bonnes solutions et voire à fédérer autour de lui le réseau avec lequel sa solution sera co-construite et suffisamment intelligente pour servir à tout le monde.
Je profite de la petite intervention de M. Colombagne aussi pour repartager avec vous que des travaux comme sur les procédés de captage de CO2 dans le sol en fonction des modes d'agriculture, de culture en général, c'est des travaux qui ont été financés dans le cadre d'appels à projets de recherche. L'appel à projet de recherche en question est en cours encore actuellement pour quelques jours. Il s'arrête mi-décembre. Ça, c'est l'appel à projet Graines que l'ADEME a lancé 5 années de suite. Il y en aura sans doute un autre l'année prochaine. Donc si vous avez aussi des projets de lancer des travaux effectivement spécifiquement adaptés au contexte corse, avec un travail à la fois des institutionnels et des acteurs du terrain, bien sûr, c'est intéressant de le porter et on fera tout pour accompagner le projet. Donc deux types d'accompagnement pour l'innovation et pour la recherche. Du côté de l'ADEME, on a cet appel à projet sur la partie qui s'appelle l'appel à projet graines, sur toute la partie agriculture, mais la résilience, bioéconomie de façon générale, agriculture, sylviculture, l'élevage, tout ce qui contribue à l'économie basée sur le vivant. Et puis, on accompagne des thèses. Donc, des doctorants, l'appel à projet de doctorat pour les thèses va aussi sortir, comme chaque année, autour du mois de janvier. Donc, parmi les universitaires, et comme on a quelques élèves là-haut qui pourraient avoir des bonnes idées pour lancer des choses, les thèses qui vont dans le sens de réduire l'impact de notre société sur nos écosystèmes vivants, CO2, dans l'ensemble, et ben on a aussi des places pour ça. Juste une précision. Moi, je croyais qu'on était français, en fait. Et si vous me dites qu'il faut qu'on fasse une demande spécifique maintenant pour avoir une étude financée par l'ADEME, parce que lorsque le CIRAD, l'INRA et 4 pour 1000 ont lancé l'étude de l'impact, c'était sur tout le bassin méditerranéen. Ils n'ont pas demandé à chaque département qu'ils fassent leur demande. Non, non, non. Ils l'ont fait. Et c'est un oubli. Vincent Blanfort, je vous le dis, le nom de la personne du CIRAD, Vincent Blanfort, voilà, c'est ton ami, donc qui m'a expliqué que c'était formidable. Il allait pouvoir venir en Corse pour faire l'étude. C'était formidable. Il était tout content. Voilà, donc on est content qu'ils soient contents, mais qu'ils viennent un petit peu, puisqu'on est français, qu'ils viennent étudier aussi les systèmes pastoraux en Corse, parce qu'il n'y a plus qu'en Corse qu'ils existent en fait. Y a-t-il... Oui, Gradier, là. Et après François. Alors, toutes ces interventions étaient passionnantes. Moi, j'ai découvert cet organisme qui est le CRVI. Enfin, je le connaissais, mais ce que vous avez présenté m'a particulièrement touchée. Parce qu'on parle de process d'innovation et ça c'est formidable, mais c'est surtout le partage de bonnes pratiques moi qui me semble intéressant dans le cadre de cet organisme, c'est-à-dire qu'en fait à la demande d'un adhérent vous allez tester quelque chose et ensuite j'imagine que vous allez le partager avec les autres adhérents du CRVI. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire non seulement aller rechercher la réponse à un problème, mais surtout partager la réponse, et c'est ça dont on a besoin il me semble. Alors, au niveau du CRVI, on a un conseil d'administration qui est très œcuménique et une assemblée générale aussi, dont fait partie la Chambre d'agriculture, entre autres, mais également la SAFER, l'ODARC et les 2 autres structures qui sont au cœur de la filière viticole, à savoir l'interprofession et l'ODG, c'est-à-dire l'organisme qui gère les signes de qualité. Donc, j'ai envie de vous dire, tout le gang est là, en fait, déjà. Et ça, c'est important. Parce que, forcément, lorsque l'on présente nos résultats d'essai et lorsque l'on suggère au conseil d'administration notre programme scientifique qui est construit de concert avec les administrateurs, forcément, il y a des échanges. On fait une assemblée générale chaque année où on a reçu 80 producteurs, par exemple, pour 2022, un peu moins en 2023, juste 70. Mais on est déjà très content d'avoir tout ce monde qui se mobilise pour venir déguster des vins expérimentaux, parce que nous réalisons 80 vins expérimentaux chaque année. Et le fait que les producteurs viennent participer à ces ateliers de dégustation collective, ils coopèrent entre eux
au niveau des résultats de la recherche, c'est-à-dire qu'ils dégustent les vins entre eux et ils les dégustent avec les expérimentateurs qui leur donnent toutes les explications, par exemple sur une nouvelle technique, on fait des vins sans sulfite, sur un cépage particulier, sur un essai viticole particulier, parce que par exemple on a la chance de pouvoir réaliser en Balagne, au domaine Alciprate ou chez Pierre Aquavive, sur une très très jolie parcelle qui fait 2,6 hectares. Et ça, c'est très rare que les producteurs laissent à la recherche justement la possibilité de faire des tests qui quelquefois traumatisent un peu leur vigne. Par exemple, au domaine Alciprate, où on a testé comme levier vis-à-vis du changement climatique la taille tardive. Ça veut dire que quand la vigne au mois de mai était fulgurante, avec des jolies feuilles bien grasses, voilà, et que tout se préparait bien, on est venu et on a taillé. Donc réduction de rendement inouïe. Réduction de rendement, ça veut dire qu'on fait beaucoup moins de vin et donc on en vend beaucoup moins, forcément. Et le domaine Aquavive a pris le risque, aux côtés de la recherche, de voir sa vigne comme ça complètement mutilée et pour les besoins de la recherche. Alors, le résultat, c'est qu'en fait, on est en train de s'adapter, d'ajuster la taille et d'éviter justement la mutilation qui engendre une perte de rendement. Mais en tout cas, il a joué le jeu. Et on est allé jusqu'à la vinification de ces essais-là. Et lors de notre assemblée générale, il était là et il accompagnait les autres producteurs qui étaient intéressés par cet essai dans la dégustation. Donc c'est vrai que le fait d'avoir aussi des producteurs un peu leaders qui sont capables de se mobiliser, de partager leurs connaissances et de faire un retour sur leur expérience, ça aide aussi la transmission des résultats. On imagine aussi combien la confiance préalable à ce genre d'expérimentation est installée. Oui. Enfin, on l'avait prévenu, mais il ne s'attendait pas à ça quand même. Hein. Ça a été quand même assez violent. Oui, mais forcément, il y a une relation de confiance. Mais bon, en même temps, il est également administrateur du CRVI. Voilà. François Casabianca et Laurent Julia. Oui, moi j'avais envie de partager deux notions qui me semblaient intéressantes à ce stade des échanges. La première, c'est le fait que face aux problèmes qui se multiplient, au dérèglement climatique, etc., on observe que les agriculteurs, de façon générale, les agriculteurs, les éleveurs, enfin tous les producteurs, ont des comportements d'expérimentateurs. Et ça a été souligné, hein, là, en particulier Nathalie et Jennifer en ont parlé. Hein. On voit bien qu'il y a là un gisement formidablement intéressant, d'une part de diagnostic et d'interprétation des phénomènes, hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, et de registres de solutions derrière, qu'est-ce que je vais essayer de faire, bon, qui sont parfois des registres contre-intuitifs ou qui peuvent provoquer d'autres problèmes, etc. Donc on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant, hein, mais il s'agit de considérer, c'est mon premier point, hein, qu'il y a là un matériau absolument essentiel, que d'ailleurs j'ai des collègues qui appellent ça la traque aux innovations, c'est-à-dire de faire du repérage de tout ce qui est, on va dire, déviant par rapport aux pratiques habituelles et qui pourrait être porteur d'éléments de solution. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Je présume que vous le faites déjà, hein, mais il y a évidemment tout un travail à faire à partir de ces tentatives plus ou moins abouties, plus ou moins avortées, etc., de les ramener dans des modèles explicatifs, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe et comment et pourquoi, avant d'espérer en faire autre chose. Mais déjà, d'avoir cette capacité de traque
pour faire du repérage et de ne rien rater, de ne pas passer à côté d'éléments qui permettraient précisément d'ouvrir des pistes nouvelles, qui est extrêmement important. Voilà. Après, j'ai un deuxième. Vas-y, je vois que tu as envie de réagir. Ça me permet d'expliquer que il a été monté au niveau national un réseau qui va enregistrer toutes les initiatives qui permettent de lutter contre le changement climatique. Et pour mettre en place ce réseau, il y a des organismes qui ont été désignés comme animateurs. Donc le CRVI a été désigné comme animateur pour le bassin corse. Il y a 10 bassins de production en France, il y a un animateur par bassin. Et dans le cadre de ce programme qui s'appelle Démonstrateur, en fait, le CRVI va traquer toutes les initiatives au niveau de la Corse qui vont dans le sens de l'atténuation du changement climatique, et elle va mettre en place un réseau, enfin, va signifier à l'ensemble du réseau l'existence de démonstrateurs au niveau du territoire corse, démonstrateurs qui seront finalement mieux connus par l'ensemble du territoire. Il y a un partage d'expériences qui, à ce moment-là, ne va pas se faire qu'au niveau de la Corse, mais qui va se faire au niveau national. Et évidemment, ça permet de démultiplier ce que tu appelles la traque à l'innovation, puisque justement, on ne la fera plus pas qu'au niveau régional, mais on va passer à l'échelle supérieure via ce réseau. Tout à fait. Je ne doutais pas que ces questions-là... Voilà. Tu es très fort. Tu as pressenti ce qu'on était en train de faire. Merci. Deuxième idée qui me semble découler un peu de la première, mais qui du coup pose la question de comment on capitalise tout ça et qu'est-ce que ça signifie de nourrir un écosystème. Parce que au fond, il ne s'agit pas seulement de repérer, il s'agit d'aller regarder qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Donc il faut faire du tri, il faut reprendre ça dans des modèles expérimentaux pour pouvoir produire de la donnée fiable. Bon, ça aussi, on discutait avec Jennifer de la question de la fiabilité des données, n'est-ce pas ? Et on est confronté à ça, de façon générale, ne vous inquiétez pas. Dès qu'on a une donnée, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'elle veut dire et dans quelle mesure on peut lui faire confiance à cette donnée pour pouvoir ensuite la rentrer dans des modèles et pouvoir travailler de façon, on va dire, correcte. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à conjoindre les compétences des multiples, hein. Donc c'est ce que vous essayez de faire, hein. Chacune des deux. Je pense que vous avez cette stratégie on va dire non pas cumulative, hein, mais qui permet de faire des recoupements, hein, et d'avancer progressivement pour pouvoir construire le milieu en même temps qu'on construit les solutions produites par le milieu. Et il me semble que c'est ça qui est intéressant, c'est ce double phénomène d'apprentissage, hein, par l'exploration et par la mise à l'épreuve, finalement, de ce qui va ressortir de ces apprentissages. Et je crois que c'est ça qui serait intéressant à ce stade de la discussion, de regarder comment on capitalise là-dessus. Voilà. C'est vrai que le point de départ, bien sûr les apiculteurs, pour ce qui concerne la filière apicole, hein, se rendent bien compte de ce qui se passe dans le milieu, qu'il y a des évolutions en termes de dynamique de colonie, en termes d'évolution sur le dérèglement de la végétation, etc. Donc en fait, le premier point du CSTA, ça a été justement d'essayer d'objectiver les données, les impressions des apiculteurs, parce que finalement, on n'était que sur du subjectif. La finalité, alors à court, moyen, long terme, hein, parce qu'en fonction des expérimentations, forcément, ça prendra plus ou moins de temps, mais c'est vraiment d'essayer de trouver déjà s'il y a des apiculteurs sur le territoire qui développent certaines innovations d'adaptation au changement climatique, et puis sinon d'essayer au sein du comité d'en imaginer peut-être des éléments aussi de prospective par rapport aux données qu'on a de production depuis 25 ans, de données météo qu'on arrive à cumuler. Il y a une convention avec Météo France, on a ces stations météo aussi qui existent. Donc essayer de trouver aussi des solutions pour les apiculteurs, pour les accompagner au mieux,
parce que la finalité, c'est quand même la pérennité des exploitations apicoles et l'installation de jeunes qui aujourd'hui peuvent se retrouver largement en difficulté. Laurent, Julia. Oui, bonjour. Rebonjour, pardon. Je voulais... c'est très intéressant ce qu'a dit Joseph Colombagne par rapport à ce qu'il a vu en Israël. On y était dans le cadre d'un projet, on collabore avec le Volcanic Center, donc on y était en janvier dernier. Et parmi toutes les présentations qu'on a eues, il y a une diapo, moi, qui m'a marqué, c'est leur fameux... Ils ont un triangle, pour eux, un triangle du succès. C'est justement la recherche, la profession, et l'autre pôle du triangle qui est important, c'est la valorisation. En gros, c'est valoriser les innovations. C'est très important. Donc, en effet, c'est un centre qui marche très bien, notamment sur les agrumes, et qui ont créé une variété qui s'appelle Ori, en travaillant avec la profession, qui en 20 ans leur a rapporté déjà 140 millions. Donc, ça aide aussi énormément à la recherche et à la profession. Donc, voilà. Et moi, je suis convaincu justement par ces approches-là de sciences participatives. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici à l'INRA de Corse, et c'est quelque chose que je défends. Moi, je dis que mon laboratoire, c'est la filière agrumicole corse, parce que voilà, leur problématique m'intéresse, et j'essaye, moi, dans mon coin, dans mon labo, d'y travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la recherche fondamentale. On en a quand même besoin, parce qu'ils apportent des connaissances qui ensuite peuvent apporter des applications. Ils sont certes dans un autre, on va dire, dans un autre univers, mais on en a quand même besoin pour le développement, notamment par exemple pour créer des variétés. On a fait un projet depuis 2017 qui est Innovagrum, qui a rassemblé pas mal de personnes, et notamment les professionnels de la filière, où on conservait depuis de nombreuses années des créations variétales qu'on faisait tourner juste entre nous, entre acteurs de la recherche et du développement. Et on a essayé de pousser justement ces généticiens qui étaient dans les labos à rencontrer les agrumiculteurs et leur dire, bon voilà, on a peut-être des nouvelles variétés à vous proposer. Et on les a mises au champ, on a fait goûter des nouvelles variétés. Donc voilà, est-ce que ça va marcher ou pas? On ne sait pas, parce qu'une innovation, c'est aussi une adoption. Et voilà, on veut essayer d'impliquer la filière à rencontrer ces innovations-là, voir s'ils veulent se les saisir ou pas. Mais voilà, je pense qu'il faut justement avoir cette connexion entre profession et recherche, c'est important. Et comment on la valorise aussi pour que ça serve à tout le monde. Pour ça que ça serve aussi aux producteurs pour qu'ils puissent avoir des revenus, mais aussi pour que ça serve à la recherche pour avoir des revenus. Donc voilà, je voulais appuyer ces propos-là. Peut-être pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, le lien entre acteurs, praticiens sur le terrain, chercheurs, actions de valorisation est essentiel, et on le retrouve dans tous les exemples qui ont été donnés. Ce qu'on a pu constater sur ce qui ne fonctionne pas. Quand est-ce que ça ne fonctionne pas ? Ça ne fonctionne pas quand on n'a pas pris en compte que les temporalités étaient différentes. Et il y a un vrai problème de gestion des temporalités. Les chercheurs peuvent se permettre d'être dans un temps long, lorsque l'agriculteur, lui, il est dans un temps court et il voit ses productions diminuer. Comment est-ce qu'on arrive à développer un processus qui va permettre de concilier les temps ? Ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile, peut-être avec des rendus intermédiaires, des livrables intermédiaires. Et comme je disais, il ne suffit pas d'aller voir l'université avec voici la solution dans 3 ans. Dans 3 ans, la solution, c'est plus la bonne parce que le problème a changé. Et la solution pour une personne va être différente de l'autre, etc. Donc, concilier les temporalités, premier point. Deuxième point, l'utilité. Qu'est-ce qui est être utile aux acteurs? Si on n'arrive pas, nous, universitaires, à apporter des réponses pertinentes à un problème concret, les acteurs ne vont aller une fois vers nous, 2 fois, à la 3e, ils vont changer d'auberge, ils auront bien raison. Et à la fois, comment est-ce qu'on nourrit les chercheurs, comment est-ce que ce terrain d'enquête, d'études peut être utile. Donc, pour moi, 2 grands enjeux pour favoriser le processus de coproduction de connaissances, concilier la temporalité et parvenir à une utilité commune. Juste une précision. Ça ne peut pas être l'agriculteur dans son coin qui est derrière la bête, etc., qui va imaginer le processus de régler la temporalité, etc. C'est à vous.
C'est à vous à faire l'effort, c'est aux hommes politiques. C'est la question que posait Gradiel sur la pertinence de cette interaction entre la recherche et les agriculteurs. C'est à vous à imaginer le système, c'est pas à nous. Nous, on fait ce qu'on peut déjà, on fait beaucoup, des fois même on fait même à la place de l'INRA, hein, puisque François il nous explique que finalement son job c'est uniquement d'aller collecter, comment tu as dit, d'être en vigilance. Hein, non, nous on fait le boulot, et l'INRA vient... Non, dans le végétal, ça marche très mal en Corse. Je vous le dis d'une manière solennelle, la recherche dans l'animal, dans le végétal, ça marche. Oui, et notamment les agrumes. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Dans le végétal, ça marche très bien, notamment dans les agrumes. Dans l'animal, c'est un 0 pointé à l'INRA de Corse. Un 0 pointé dans l'animal. Voilà. Alors, et j'attends qu'on me dise le contraire. Alors, Joseph Colombani, moi j'allais venir à cette question parce qu'on a parlé des filières viticoles, agrumicoles et apicoles. Donc là, on est dans l'animal où je dis des bêtises. Et ça marche. Alors, quid des autres spéculations? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas finalement? Mais comment ça marche? Madame, il y a la Chambre d'agriculture dans votre groupe? À ce jour, non. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de nous inviter, nous convoquer même? Oui, on peut vous inviter. Ben voyons. on en parlera au sein du comité, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a l'INRA. Elle sert à rien, l'INRA. Elle sert à rien, l'INRA. Il n'y a qu'à voir la vétusté des locaux à Corté. Parle-moi de l'INRA de San Julian. Oui. Mais l'INRA à Corté, je m'excuse, mais non. Vous savez, et Dieu sait si ça me déplaît, François, hein, parce qu'il y a une amitié, il y a des gens qui travaillent ici, qui sont corses, qui travaillent à Nourric. On a besoin de vous, mais c'est un appel au secours qu'on vous fait. Hein, mais il n'y a pas de réaction. J'ai le droit. Bien sûr. Alors, bon, moi, je suis plus aux affaires, tu le sais. Je suis à la retraite, moi, c'est terminé. Donc je n'ai pas à rendre compte de l'état actuel du dispositif. Par contre, j'ai été aux affaires, effectivement, dans les décennies passées. Donc, je le prends pour moi aussi, hein, puisque ce que tu es en train de dire, voilà. Ah, c'est pour moi que tu le dis. Ah bon, c'est bon, d'accord. Alors, écoute, moi, je pense que ça a été souligné par André Tort ce matin, hein, puisque André a fait une introduction assez large où il a évoqué de façon assez précise les apports que le laboratoire INRA de Corté a eu de façon, on va dire, très novatrice par rapport à un certain nombre d'orientations qui d'ailleurs ont été reprises, y compris au niveau national et international. Donc ça, toi, peut-être que tu ne le vois pas, mais je peux t'affirmer que ça a été, oui, dans le domaine animal. Dans le domaine animal, oui. Mais les paillettes des taureaux, mais je peux t'en parler des paillettes de taureaux, bien sûr. Mais absolument pas. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un patrimoine ou pas. Est-ce que c'est un patrimoine ou pas. Voilà. Et moi, j'ai fait le tour à l'époque. J'ai fait le tour de l'eau d'Arc et des chambres, et j'ai tout gardé. Hein. J'ai tout gardé. Personne n'était intéressé par quoi que ce soit là-dedans. Donc je me suis retourné vers ma structure, j'ai dit maintenant, cet effort qui a été fait de créer des paillettes de taureaux de race corse, mais on peut en parler, il n'y a aucun souci. Là, on est oui, non, mais c'était innovant. C'était innovant à l'époque parce que ça renvoyait à un programme que j'avais monté sur la maîtrise de la reproduction des bovins en Corse avec des chaleurs provoquées et avec de l'insémination artificielle. Donc l'insémination artificielle n'existait pas en Corse à ce moment-là. Il y avait personne qui faisait de l'insémination artificielle. Et donc moi, j'avais regardé dans quelle mesure cette insémination artificielle pouvait représenter un intérêt pour les éleveurs corses par rapport à des questions doublement de choix des périodes de mise bas et de choix de la génétique qui allait sortir de ces animaux. Et donc, c'était les deux raisons majeures. Bon, moi, j'ai fait mon job. J'ai constitué le stock, j'ai publié. Aucun opérateur en Corse ne s'est déclaré intéressé, et j'ai donc arrêté. Et j'ai arrêté la mort dans l'âme.
Tu peux imaginer ça quand même, que j'ai arrêté la mort dans l'âme. Ça ne m'amuse pas, des choses là. Ça veut dire que nous n'avions, à l'époque, pas réussi à intéresser un certain nombre d'acteurs. Oui, alors, est-ce que ces acteurs, on a le sentiment que les filières qui s'adossent à la recherche, qui fonctionnent bien, qui ont un bon niveau de revenus, sont structurés. Est-ce que au niveau pour revenir quand même à notre table ronde qui axe le débat sur la collaboration, est-ce qu'il y a une manière innovante de penser cette approche partenariale? Est-ce qu'il faut aller au-delà des structures classiques, des syndicats qui existent déjà pour trouver des solutions plus adaptées et communes? Je ne sais pas s'il y a une approche... je me permettrai d'intervenir. Je ne sais pas s'il y a une approche innovante. Ce qu'on a pu constater, nous, c'est que les approches descendantes, en tout cas, ne fonctionnaient pas. Le pôle de compétitivité pour le pôle de compétitivité, le cluster pour le cluster, lorsqu'ils descendent et qu'on apporte une réponse sur le territoire, ça ne marche pas, puisque les acteurs n'adhèrent pas. Alors, pour revenir un petit peu sur l'échange... rien ne peut se faire sans coopération et en même temps, c'est extrêmement compliqué puisque ça s'inscrit dans une histoire, ça s'inscrit au sein d'acteurs qui sont interconnectés et qui pourtant chacun ont leur propre réalité. Je parlais que pour l'université, il y a beaucoup d'attentes et parfois pour des acteurs qui sont dans une situation d'urgence et parfois on ne peut pas, ou on répond que partiellement et c'est un crève-cœur. Mais ce qui est difficile, c'est on ne peut innover, on ne pourra répondre aux enjeux qui sont les nôtres qu'en faisant une réponse concertée. Et en même temps, chaque acteur a ses problématiques propres, a une histoire. Et j'allais dire etc. ses propres intérêts. Ses propres intérêts. Et puis son histoire. On a beaucoup développé des approches instrumentales où une réponse technique, une réponse organisationnelle. Passer outre le passé, les histoires, les spécificités, les ententes, les mésententes, etc. Or, c'est tout ça qui va nourrir la solution appropriée. Et bien souvent, on a développé des coquilles vides où une réponse était censée apporter un projet. C'est une démarche qui se construit en permanence. La réalité évolue en permanence et la dynamique se construit en permanence. Et pour revenir sur quels sont les éléments de succès, pour moi, c'est, par exemple, dans la filière grumicole, cette capacité à un moment donné à se projeter et à investiguer maintenant des problèmes qui ne se posaient pas il y a 5 ans ou qu'il y a 3 ans. Et collectivement, réussir à se structurer, à disposer de ressources, de temps, pour voir plus loin ensemble. Alors là, ça veut dire réussir d'abord, dans un premier temps, à sortir de l'urgence. Mais une fois qu'on est sorti de l'urgence, comment on se dote en compétences, on se dote en outils pour poursuivre cette dynamique-là. Voilà. Thomas Gaudin, pour un complément de réponse. Très brièvement, un des points clés aussi dans toutes ces logiques coopératives, ça va être l'animation de tout ça. Et c'est probablement un des points qui est un facteur non pas de réussite, mais qui souvent a été une raison de l'échec en tout cas. Parce que la force publique ou l'initiative privée, à un moment donné, s'essouffle, et c'est propre à l'humain en général, et c'est à ce moment-là qu'il est important justement de pouvoir accompagner tout ça, de l'accompagner tout ça tout simplement. Et c'est tout l'idée du travail que nous menons actuellement avec l'Université de Corse. Oui, Gilbert Giacomoni, je suis à Paris-Saclay, où j'enseigne AgroParisTech et je fais les recherches à l'INRAE dans une composante qui est dédiée à l'économie, plus précisément l'économie comportementale. Au-delà de cette présentation, merci, je voulais juste apporter peut-être quelques éléments de réflexion. Les débats qui se tiennent depuis tout à l'heure et même depuis ce matin, je les ai retrouvés avec des grands pays, par exemple avec les Chinois, qui, au niveau carrément de leur mystère de l'enseignement et de la recherche, disaient finalement, nous avons été pieds nus, la seule force que nous avions, c'était le nombre, et puis on vous a copié parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre. Et finalement, après avoir copié, on a essayé de faire mieux finalement que ce que vous avez pu faire, mais on n'a toujours pas résolu le problème de l'innovation.
Donc on fait des choses, on est en avance sur plein de choses, mais on ne sait pas. Et en fait, quand on regarde comment traiter cette question, on se rend compte que si on prend le classement des pays, il y a un ranking mondial, on voit bien qu'il y a des petits pays qui sont bien avant d'autres, que le classement prend en compte près de 80 indicateurs, donc c'est assez sophistiqué. Si on regarde les publications qui sont faites par les magazines économiques Forbes et d'autres, on voit que tous ceux qui ont investi lourdement en recherche et développement ne sont pas ceux qui sont les plus innovants. Si on comparait les deux listes, ça ne correspond pas. Si on regarde les chiffres en termes d'innovation, 2 tiers dans le monde agroalimentaire, 2 tiers sont rejetés par la société dans les 5 ans. Vous avez 9 startups sur 10 qui meurent dans les 5 ans. Les meilleurs chiffres sont les spin-offs qui sortent des universités parce qu'elles sont soutenues en termes d'accompagnement et aussi peut-être financiers. Et donc c'est un vrai challenge. Fort de tout ça, il y a eu des réflexions qui se sont menées sur finalement, si on regardait le processus d'innovation comme un objet pour essayer de mieux comprendre quand est-ce qu'il marche et quand est-ce qu'il ne marche pas et pourquoi finalement ça se passe comme ça, on s'est rendu compte que ça interpellait évidemment toute une systémique, ce que la directrice Graziella Louise disait ce matin, c'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'on tire un fil et il y a d'autres pelotes qui bougent. On voit bien que si on touche l'agroalimentaire, il y a la santé qui bouge, il y a l'éducation, il y a la recherche, il y a l'enseignement, souvent avec des échecs, souvent avec des succès. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des phases. La première phase, c'est l'invention. Et on se rend compte que dans les référentiels internationaux, l'invention, c'est incorporer des éléments de nouveauté qui n'appartiennent pas à un état de l'art et de la connaissance dans un domaine technique considéré. Et donc tout le monde a pensé pendant un temps que ça venait du coup de chance, du coup de génie, etc., pour s'apercevoir enfin que depuis toute l'histoire de l'humanité, ça venait d'autres domaines tenus jusque-là pour indépendants. Alors, je ne vais pas être trop long, mais en gros, toute la question devenait qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble pour que ça colle ? Et nous-mêmes, je dirais, nous sommes tous le produit de couples qui se sont rencontrés, ne se connaissaient pas et qui ont bien élargi le périmètre familial. Donc tout ça pour dire que finalement, l'inspiration de la nature a été aussi une des grandes sources clés, en se disant finalement, la nature a très bien fait les choses, lorsque les végétaux sont associés, lorsque les animaux sont associés, lorsque le végétal s'est croisé avec l'animal, ça a toujours été profitable pour les uns comme pour les autres, et donc on devrait s'en inspirer. Et donc les questions en tout cas restent ouvertes, les avancées quand même ont été faites, le numérique a beaucoup aidé, ça ne reste qu'un outil évidemment, mais on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse ce que les humains ne savent pas faire d'un point de vue créatif, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc les questions sont ouvertes, je veux juste intervenir pour essayer d'apporter quelques éléments et ouvrir des pistes de réflexion. Je ne pense pas que la recherche soit autre chose qu'un bien commun qui ne peut pas être que public et que privé, parce qu'aucun des deux n'a su parfaitement bien gérer l'histoire. Je pense que ça doit être géré collectivement. Il y a quelques prix Nobel qui ont travaillé dessus pour nous dire un peu comment faire. Donc voilà, je ne voulais pas en dire plus, mais je vous remercie et désolé si j'ai été un peu loquace. Merci pour ces sages paroles. D'autres réactions et peut-être même en forme de conclusion. Merci. Alors merci à tous parce que c'est vrai que les discussions dans le cadre de ces journées sont toujours riches, diverses, parfois un peu polémiques, mais c'est aussi le but de ces journées. Enfin, non pas de polémiquer, mais en tout cas de porter à débat et de trouver des éléments de réponse, des éléments de solution. Évidemment, lorsqu'une journée comme celle-ci se clôture, on se dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites tout au long de cette journée, une grande richesse de partage de connaissances, d'expériences, de bonnes pratiques. Et maintenant, voilà, comment on va capitaliser là-dessus ? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas fini. C'est qu'en fait, cette journée, elle va faire l'objet, vous avez vu qu'on a filmé la journée tout au long de ces débats et de ces échanges. Nous avons également des cahiers de la chaire. Je regarde Morgane qui a la lourde charge ensuite de faire la synthèse de ce qui a été dit en collaboration avec des acteurs de la journée. Et donc, on va vous demander de continuer à collaborer avec nous à l'occasion de ces cahiers. Nous avons également un site Internet sur lequel tous les éléments de la journée vont être partagés. N'hésitez pas aussi à nous partager à la fois les présentations de la journée, mais aussi des expériences ou des expérimentations qui n'auraient pas eu l'opportunité d'être portées à cette journée. Et nous les partagerons avec l'ensemble en fait, des acteurs qui s'intéressent à cette thématique. Je pense aussi que d'une certaine façon, cette chaire, même si avec beaucoup de modestie, on porte ces journées et on essaye
de mutualiser, en fait, de mettre en synergie les acteurs. Je pense que c'est aussi une petite façon d'innover, dans la mesure où on met autour de la table des acteurs qui parfois se connaissent de nom, mais n'ont pas eu l'opportunité d'échanger ou de dialoguer. Alors, c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais c'est arrivé sur des précédentes journées. Et donc, voilà, on est assez heureux quand même de mettre autour de la table l'ensemble de ces acteurs et de pouvoir poursuivre ce partage de connaissances et cette capacité à échanger tous ensemble. Voilà. Merci Gradieli, merci à toutes et à tous, merci à vous pour votre attention. À une prochaine fois pour de nouvelles aventures et réflexions autour de cette chaire mutation et innovation territoriale. Je crois que nous avons bien mérité notre week-end. Je vous le souhaite excellent. Bonne soirée.